Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 52 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. J'ai simulé quelques matchs là, pour qu'on puisse avancer un peu dans la saison. On a une fiche de 11 victoires, 6 défaites jusqu'à maintenant. Mais le gros dossier que j'ai réglé récemment, c'est que j'ai finalement tranché dans le débat des gardiens de but. Et c'est Konovalov qui a écopé, je l'ai échangé au Maple Leafs en retour d'un choix de première ronde quand même. Donc on a un deuxième choix de première ronde lors du prochain repêchage. Seule chose par contre, c'est que les Maple Leafs, c'est une autre équipe là, qui performe bien dans l'Est présentement, sont deuxième dans l'Atlantique. Donc je ne m'attends pas à avoir des choix de première ronde hauts, mais au moins ça nous donne des munitions là, si on veut dépenser à la date limite des transactions. Ou sinon, si on ne dépense pas, on aura deux espoirs quand même pas si pires si on réussit à scouter comme du monde. Cela dit, la raison pour laquelle j'ai échangé Konovalov, c'est que depuis le début de la saison, il y avait 700 cucks d'efficacité. Donc ça marchait vraiment pas. Et j'ai un autre gardien en revanche qui lui est tout feu tout flamme depuis quelques matchs. Et c'est Jakub Skarek. Il a présentement une fiche de 9 victoires, 3 défaites, 2,42 d'efficacité, 9 de buts alloués et 917 d'efficacité. C'est notre meilleur gardien présentement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le garder. Sorokin est proche du 900, 2,89 de buts alloués. Donc là, on va le garder en backup, mais je pense que Skyrack vient de ramasser le poste de numéro 1. Du moins pour l'instant. Il est à 2,5 étoiles. On va espérer qu'il va progresser. Sinon, petite mauvaise nouvelle, là, que, par exemple, pendant la simulation, McDavid qui s'est blessé. Cependant, il est blessé day to day. Sauf que là, il ne peut pas jouer présentement. Donc, on va devoir le retirer de la formation. Et d'ailleurs, Skyrack a signé 2 jeux blancs de suite de 3-0. On a battu les Stars dernièrement et les Blues 3-0. Donc, vraiment, là, Skyrack a décidé que lui, il allait le prendre le poste de numéro 1. On va mettre Josh Norris sur la carte. Il y a quelques joueurs aussi qui ont progressé. Il y a Nolan Foote qui est rendu à 2,5 étoiles. Il y a Guchin qui est monté à 3 étoiles. Donc, il y a des joueurs qui ont progressé également, ce qui est une bonne chose. On est maintenant rendu avec 4 trios assez équilibrés. Là. Il y a juste un Norris qui est et Thomas qui est en bas du 2 étoiles, qui a 2 étoiles ou moins. Alors voilà, là j'ai monté Nylander Inns, ça c'est correct, on va garder Skarek. J'avais-tu autre chose à dire? Je crois pas, je pense que c'est pas mal tout. J'ai parlé de la transaction, j'ai parlé des joueurs qui ont progressé, donc on serait prêt à poursuivre là-dessus. On a quand même 2 jours off, là, donc peut-être que McDavid va récupérer à temps pour le prochain match, on va le souhaiter. Il y a Holtz qui est notre meilleur pointeur du côté des Oilers avec 21 points. McDavid qui est 6e au niveau des assists. Skarek qui est 3e au niveau des victoires. La division par exemple Pacifique, pas Pacifique mais Atlantique est assez serrée. Donc il suffit juste qu'une de ces équipes-là qui remporte 2-3 matchs de suite puis qu'eux ils en perdent quelques-uns aussi. Puis ça pourrait virer de bord assez vite. Parce que même le Lightning qui sont derniers sont à 6 points des Sénateurs. C'est pas si pire avec encore plusieurs matchs à jouer. Donc ça pourrait changer. Mais comme je dis, je m'attends pas vraiment à avoir des choix de première ronde assez hauts. Puis rendu là, je vais probablement les utiliser à la date limite des transactions si on a des blessures ou bien si on voit qu'on manque de profondeur à une certaine position pour les séries. Sinon, on va avoir 2 choix de première ronde à ajouter dans notre banque d'espoir. Même si nos scouts sont pas très fameux depuis quelques temps. On est rendu 3e dans la Pacifique. On est à 2 points des Sharks qui ont un match en main sur nous par contre. Sinon, on a 22 points en 17 matchs. Les Canucks en ont 24 en 19. Donc, on a 2 matchs en main sur les Canucks. On a juste 2 points de retard. On est bien positionné. Mais même dans notre division aussi, ça souffre pas mal. Là. Si on enlève avec les Kings puis les Coyotes, là, qui sont 2 équipes qui sont un petit peu plus loin. Mais tu sais, juste les Flames sont à 4 points de nous, là, avec un match en main. Donc, il faudra pas trop d'échapper d'ici là. Je pense que la compétition va être assez relevée dans cette division-là.
Sinon, Peterson qui est dans les meilleurs pointeurs. Suivi de Barzal, Kuznetsov. Ben Gleason qui a été mis sur les waivers et les Coyotes qui l'ont ramassé. 1.5 étoiles, potentiel de 2, donc rien d'hyper spectaculaire. On a 3 journées de congé en fait de suite. Donc peut-être que si on est chanceux, on va avoir McDavid dans la formation pour le prochain match. On va le souhaiter. Hâte de voir ce que Skyrick va nous mener. À date, là, ça va bien, mais on souhaitait que ça va se poursuivre et qu'il n'y aura pas un gros downside. C'est sûr qu'à un moment donné, il ne signera pas des jeux blancs à chaque match non plus, mais j'espère juste qu'il ne fera pas un Konovalov ou un Sorokin de lui-même. Parce que depuis le début qu'on a commencé cette partie-là, cette aventure-là avec les Oilers, les gardiens de but, ça a toujours été un problème. On avait signé Braden Holtby, ça n'avait pas fait la job. Si on a eu Konovalov, Sorokin, que les deux, il y a eu des hauts et des bas. Puis là, surtout dans le cas de Konovalov, c'était vraiment plus de bas que de haut. Là. Puis c'est pas encore, on a plein de gardiens qui ont des bons potentiels. Même dans la Ligue américaine, on en a un Hofer là, qui a un bon potentiel aussi. Et pourtant, on réussit jamais là, à mettre la main sur le gardien qu'il nous faut. On a 3 messages, donc j'ose espérer qu'on va avoir des nouvelles de McDavid dans ces messages-là. Aiden Hockey, avec les Hurricanes, ancien espoir du Canadien. Là, vous le voyez pas à cause de ma face, là, mais... McKinnon a récolté 500 assists, Matthews 600 points et suspension pour un joueur de l'Avalanche. Donc aucune nouvelle de McDavid. Prochain match qui est contre les Ducks en plus, un match important dans notre division. Un autre joueur qui s'est blessé du côté de Bakersfield, cette fois-ci c'est notre espoir Mikuka. Oh, on va ajuster notre alignement. Just slider. On va regarder dans la Ligue américaine comment notre équipe fait depuis le début de la saison. Il me semble que c'était quand même pas si pire. Là. Je sais qu'ils sont pas derniers. À moins que ça ait changé récemment. Non, ils sont en milieu de peloton. Ils sont 4e de notre division. Dans la division, en fait. 5 victoires, 5 défaites, 2 autres en prix d'égalité. Quand même pas si pire. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Donc on serait prêt pour... Ah non, ok, on peut encore simuler la journée. On va la simuler en espérant, comme j'ai dit, d'avoir des nouvelles de McDavid. Il faut aussi, par exemple, les day-to-day sont assez longs. Je trouve ça pas pire parce que sur le site de Out of Development Park, en tout cas, le site qui produit le jeu, il y a comme une section forum si on veut, là, puis il y a des gens qui font des logos puis tout ça. Et il y en a un qui a réussi à faire lui de Seattle avec les chandails de Seattle. Donc j'avais plusieurs idées pour la prochaine partie si lorsqu'on va gagner la coupe avec les Oilers ou qu'on se fasse sacrer dehors par les Oilers. Mais je pense que la prochaine game, ça va être on va se partir une game avec Seattle, avec les Kraken de Seattle. C'est sûr qu'on n'aura pas le repêchage d'expansion en 2021-2022. Ça sera pas tout à fait pareil, mais tu sais, rendu là, quand même qu'on simulera 2 saisons pour qu'on soit à la bonne saison pour l'arrivée de Seattle qui arrive en 2021. Il y a tellement de changements qui vont être faits entre les équipes, ça sera plus autant authentique
que dans la vraie vie. Fait qu'aussi bien de starter ça directement à la saison 2019-2020. Donc je pense que ça va être ma prochaine idée avec les Kraken. En même temps, ça va me permettre d'essayer le repêchage d'expansion là-dedans. J'ai jamais essayé. Toujours pas de nouvelles de McDavid, malheureusement. Donc on va devoir se débrouiller sans lui pour le match contre les Ducks d'Anaheim. Je vais vérifier là, pareil dans les rosters. Des fois, ils nous le disent pas nécessairement. Normalement, oui, là, mais je vais juste vérifier pour être certain à 100%. Si on regarde le roster. Non, il y a encore une petite croix rouge, ça veut dire qu'il ne peut pas jouer tout de suite. Alors, ce sera sans McDavid pour ce match contre les Ducks. Un autre match à domicile. Ça en fait 3 tout de suite qu'on a eu. Là. Les 2 derniers matchs, c'était également à domicile là, contre les Blues et les Stars. C'est John Gibson qui fera face à Skarek, 2 gardiens qui font bien présentement. Et c'est Jeremy Wilmer là, qui fait très bien du côté des Ducks avec 19 points en 18 matchs versus Draisaitl qui en a 10 en 11. Donc, c'est parti pour ce duel contre les Ducks. Un duel... Même si on est en début de saison, j'ai envie de dire important quand même, vu que c'est un match de division, c'est des matchs qu'il ne faut pas échapper, surtout que la lutte là, est très serrée dans cette division-là présentement. Donc idéalement, ça prendrait une victoire en temps régulier contre les Ducks. On a M qui attaque dans notre zone, mais Skarek qui fait l'arrêt. Autour des Oilers d'attaquer. Mais c'est Gibson là, qui résiste à son tour. On revient à la charge offensivement. C'est qu'il a été bloqué en défensive cependant. Il vient de passer la mi-chemin de la première, toujours 0-0. 6-4 les tirs en faveur des Oilers. Là, autour des Ducks d'attaquer cependant dans notre zone. On réussit à sortir la rondelle. Les Ducks qui la ramènent au sto. On frapper le poteau. Encore 5 minutes en première. L'égalité persiste, toujours 0-0. Mais là, les Ducks qui attaquent dans notre zone cependant. On a résisté. Autre attaque des Ducks. Et cette fois-ci, les Ducks qui touchent la cible, c'est Jackson Lacombe sur des passes d'Adam Larson et de Troy Terry. Donc les Ducks qui frappent en premier. Et on tente de répliquer du côté des Oilers, mais on a raté le filet. Dernière minute de jeu en première. Et ça se termine là-dessus. Donc 11 buts les tirs en faveur des Ducks. 1-0 pour eux. Quelques joueurs dans les 40 là, de cote. On a Bouchard, on a Ince, de Holtz. C'était tous des joueurs qui étaient là sur le but des Ducks par contre. Donc on va donner la chance aux coureurs. On va juste peut-être attaquer un petit peu plus. C'est parti pour la deuxième. Là c'est Broberg qui est chassé pour avoir retardé le match. Donc les Ducks qui pourraient ajouter à leur avance. Cependant, notre PK a fait le travail. Et les Ducks qui attaquent en notre territoire cependant, malgré la fin de la pénalité. Skarek qui résiste, mais là, les Ducks qui sont en mode attaque, là, ils ont plusieurs tirs au but depuis la deuxième est commencée. Nous, c'est un peu laborieux. Là, on attaque finalement dans le territoire des Ducks. On frappe le poteau. Pas été chanceux là-dessus. Autre attaque. Et cette fois-ci, on crée l'égalité. Hanifin sur des passes d'Akil Thomas et d'Alex Nylander. Donc c'est 1-1 la marque. Là, cependant, Hanifin qui est chassé aussitôt pour avoir accroché. Donc les Ducks qui pourraient reprendre aussitôt les devants. Avec un but en avantage numérique. Il reste 1 minute à la pénalité. Est-ce que notre piqué peut faire le travail pendant cette minute-là? La réponse est oui. Donc on revient à 5 contre 5. Toujours 1-1. On approche la dernière portion de la deuxième période. Et Lacombe qui marque son deuxième du match sur des passes de Tatar et Martinook. Donc, malheureusement, les Ducks ont repris les devants.
est en fin de deuxième. Non, on revient à la charge là, du côté des Oilers. Et Gibson qui demeure solide. Là, c'est Tom Wilson qui est chassé pour bâton élevé. On va essayer là, de marquer en avantage numérique pour créer l'égalité en fin de deuxième. On est installé dans le territoire. On n'est pas en mesure de mettre la touche finale et la pénalité qui est écoulée. Donc, on a failli à la tâche là, du côté de l'avantage numérique et la période qui se termine là-dessus. Donc 2-1 pour les Ducks. 22-17 les tirs au but en faveur d'Anaheim. Pas vraiment le match que j'aurais souhaité. On va donner plus de temps à notre top 6. C'est sûr que là, on n'a pas McDavid. Ça fait mal. Donc c'est parti pour la troisième. On a besoin d'un but pour créer l'égalité. Présentement, il ne se passe pas tant grand chose, mais là on a monté au niveau des tirs, au moins c'est une bonne chose. Sauf que Gibson là, qui connaît un très bon match, même Skyrick n'a pas été mauvais non plus. Là. Et là, Zegras qui met ça 3-1, donc je pense que ça vient mettre fin à nos espoirs malheureusement. À moins qu'on marque un but rapide. Là. Mais Gibson semble pas vouloir céder. Autre attaque des Ducks. On qui quitte le territoire. Pas mal les Ducks qui contrôlent. Là, on a réussi à la reprendre, là, mais les Ducks qui contrôlent beaucoup la rondelle. Et Gibson qui fait un autre arrêt. On met ça 3-2. Broberg sur départ de Raymond et Draisaitl. Il reste encore 5-30. C'est pas fini, mais ça va prendre un autre but. Dernière minute de jeu en troisième. Et Zegras qui est chassé pour avoir commis de la rudesse. Est-ce qu'on peut aller chercher ce but-là en 31 secondes? C'est parti. Et la réponse est non. Donc, défaite de 3-2 des Oilers. Match serré, cependant. Gibson qui a très bien fait. Même Skyrick n'a pas été mauvais non plus. Là. Après 2 jeux blancs, c'était sûr qu'il allait finir par revenir sur terre un peu. Défaite qui fait mal un peu parce que, évidemment, c'est une défaite contre une équipe dans la même division. On va voir l'impact que ça a eu au classement dans quelques instants. En plus, les Ducks étaient pas mal dans le peloton aussi là, pour nous rattraper. En fait, ils sont rendus premiers de la division maintenant grâce à cette victoire. On n'est pas loin. Prendre un match en main sur eux. On a 2 messages. On va espérer que ça concerne McDavid. Non. Une suspension. Et Tyler Seguin qui a atteint le plateau des 400 buts. Félicitations. Evan Verling. Oh, quand même un bon potentiel. Prochain match contre le Canadien. À Edmonton. Donc, autre match à domicile. On les avait battus, je pense, la dernière fois. Est-ce qu'on les avait battus? Je me souviens plus si... Non, je pense qu'ils nous avaient battus, là, le Canadien. Et tout porte à croire qu'on va devoir jouer sans McDavid. Et j'ai quasiment envie de donner le départ à Sorokin. Pas que Skyrick a mal fait, mais je vais voir là, si son fit
est encore à 100%. S'il n'est pas à 100%, je vais le reposer un peu. Donner une chance à Sorokin. Non, aucune nouvelle de McDavid encore. Skarek, il est encore à 100%, il est capable d'en prendre. Et je voulais voir si qui avait gagné le dernier match. Ouais, on l'avait perdu 5-3 le dernier match contre le Canadien. Et là, cette fois-ci, c'est eux qui s'en viennent à Edmonton. Est-ce qu'on peut venger ce revers? Duel entre Caden Primo et Jakub Skarek. C'est parti, Canadien Oilers. Duel 100% canadien. Là, dès le départ, on attaque dans le territoire du CH. Mais c'est finalement eux qui s'amènent dans notre zone par la suite. Et Skarek qui fait un premier arrêt. On a maintenant 4 à sa fiche. Et Cole Caulfield qui brise l'égalité dès le début du match sur des passes de Owen Power et de Jesse Puljujarvi. Donc encore un autre mauvais début de match là, pour nous. Là. 5 tirs pour le Canadien. Nous, on n'a encore rien à la fiche. On commence à tirer un peu finalement, mais Primo qui est solide. Il me passe la mi-chemin de la première, 1-0 Canadien. Sur un but de Cole Caulfield. Et là, on attaque dans le territoire du tricolore. Est-ce qu'on peut réussir à marquer? Et non. On a bloqué le tir du côté de c'est Fleury qui a bloqué le lancer. On récupère la rondelle dans le territoire offensif. Longue séquence, mais on ne réussit pas à marquer malheureusement. Autre attaque des Oilers. Kotkaniemi qui a bloqué le lancer. D'ailleurs, parlant de Kotkaniemi, le Canadien qui va jouer ce soir contre les Leafs, c'est le début des matchs pré-série si on veut. Pendant ce temps-là, Manta qui marque sur des passes de Holtz. Donc le hockey qui recommence officiellement ce soir. J'étais le premier à dire que le hockey au mois de juillet ça m'intéressait pas tant, mais je dois avouer que ça me manque pas mal et que lorsque ça va recommencer le 1er août, je vais me claquer une journée. Parce que le premier match était à midi, puis le dernier était à 10h le soir, je pense que je les claque toutes. Peut-être à part celui de 10h parce que je travaille le lendemain à 8, mais en même temps, c'est le match Winnipeg-Calgary qui est à 10h. Puis ça, c'est une série que j'ai hâte de voir, fait que ça me fait un peu suer de manquer le match. Donc après 20 minutes de jeu, c'est 1-1 la marque. 17-10 les tirs en faveur du Canadien. Mais moi, je pense que Calgary-Winnipeg, c'est la série qui m'intéresse le plus. Au début, j'avais Edmonton-Chicago qui m'intéressait pas mal parce que je me disais que ça allait être une série offensive. Mais là, avec le fait que Crawford, on sait pas s'il va garder les buts. On dirait. Puis je pense que Taves aussi qui a été déclaré unfit to play. Là, avantage numérique pour le Canadien qui s'en vient. Fait que sans Crawford, sans potentiellement Taves, on dirait que cette série-là perd un petit peu de son lustre. Donc je vais me tourner plus vers le duel 100% canadien entre Calgary et Winnipeg, qui est deux équipes là. Du côté de Calgary, il y a une bonne force de frappe, mais on a vu en série l'année dernière que les Gaudreau, Monahan et tout ça, ça avait plus ou moins bien performé. Donc j'ai hâte de voir s'ils vont être capables là, de faire quelque chose cette année. Puis du côté des Jets, ils ont tellement un groupe d'attaquants intéressants. Tu as Ehlers, tu as Scheifele, tu as Wheeler, Laine, Carl Connor. Écoute, la liste descend. Là. Pendant ce temps-là, le Canadien qui marque, Jacob Melançon sur des passes de Adam Ruska. Donc 2-1 pour le tricolore. Mais ouais, c'est ça, Winnipeg, ils ont une très bonne attaque. Défensive, c'est moyen, mais on Connor Hellebuyck qui connaît une saison là, digne de Vizina. Là, donc, bien hâte de voir cette série-là. Pendant ce temps-là, on a un avantage numérique, mais qui ne fait pas tant grand-chose. Il reste 6 secondes encore à faire. Donc, on n'a pas réussi à marquer malheureusement. Là, Evan Bouchard en plus qui est chassé pour avoir retenu. Et le Canadien qui en profite. McKinnon sur des passes de Perfetti et Mété.
Donc là, notre offensive sans McDavid, là, c'est pas du tout la même. On a de la misère à marquer des buts. Le Canadien, c'est pas une grosse équipe, là. C'est ça qui est plate un peu. Puis une autre série aussi qui va être le fun, ça va être Caroline, New York. C'est deux équipes que, tu sais, c'est pas deux équipes qui ont tout ce qu'il faut pour remporter la coupe selon moi. Mais tu sais, il y a des jeunes joueurs, il y a des joueurs de talent. Devant le filet du côté des deux équipes, c'est des points d'interrogation, mais pas pour les mêmes raisons. Du côté des Rangers, c'est qu'ils ont trop de bons gardiens de but. Ils ont Georgiev, ils ont Shesterkin, puis ils ont Lundqvist. Là, c'est qui va vraiment démarrer la série, on le sait pas. Alors que du côté de le Canadien, quand on ajoute un quatrième, Domi sur des passes de Weber et Mété. Donc, je pense qu'on va oublier ce match-là. Mais puis du côté de Hurricanes, c'est qu'ils ont Mrazek, mais après ça, si lui se blesse, ils sont dans le chenoute un peu. Là. Puis tu sais, Mrazek, c'est pas le gardien le plus constant non plus. Donc, ça va être une série qui va être très intéressante à suivre aussi. Après deux périodes, c'est 4-1 Canadien. Fait que je pense qu'on va signer un deuxième. On va encaisser plutôt un deuxième revers consécutif, malheureusement. Depuis que McDavid a quitté la formation, l'offensive ne fait plus grand-chose. Puis une autre série aussi qui m'intéresse pas mal, c'est Columbus-Toronto, parce que j'ai le feeling que Columbus va peut-être sortir de Toronto. Les Jackets, là, c'est tellement une équipe qui est dure à jouer contre. C'est des gros joueurs, une bonne défensive, des gardiens de but qui font le travail aussi. Tu sais, c'est pas pour rien qu'ils ont réussi à battre le Lightning, qui était une équipe de talent dans les passés. C'est que c'est une équipe qui est tout le temps dans ta face, qui te lâche pas d'un pouce. Puis tu sais, des fois, des joueurs de talent, là, on l'a vu l'an dernier justement avec des joueurs comme Gaudreau. C'est sûr que Gaudreau, c'est un petit joueur, mais en même temps, c'est pas un joueur qui réagit bien avec le jeu serré puis le jeu robuste. J'ai hâte de voir, c'est justement des gars comme Marner, Nylander, c'est des joueurs qui vont bien réagir vraiment lorsque les Jackets vont tout être dans leur face. Et on se fait dominer par le Canadien. 40-24 les tirs. Fait que non, c'est ça, j'ai le feeling que s'il y a un upset là qui va se faire dans la ronde préliminaire, là, je pense que ça va être Columbus qui vont sortir de Toronto. Parce que Toronto, là, pour vrai, devant le filet, j'ai un gros point d'interrogation. Frederik Andersen n'a pas connu une bonne saison. Puis en série, c'est pas le gardien le plus fiable non plus. Fait que je sais pas, j'ai l'impression que Columbus là, pourrait causer une surprise et sortir des Maple Leafs. Là, Skarek ajoute un sixième but, donc je pense que Skarek accorde plutôt un sixième but. Mais je pense qu'on va mettre Sorokin dans le prochain match. Là. Je pense que la bulle est en train de dégonfler du côté de Skarek. Là. On va lui donner une petite game off. Là. Donc on s'incline 6-1 contre le Canadien. Il va falloir faire des changements parce que notre offensive ne fait plus grand chose. On va espérer le retour de McDavid. Sinon, y a-t-il d'autres séries que je peux vous parler un peu qui m'intéressent? C'est sûr que tu sais, le hockey en général m'intéresse. Fait que tu sais, je vais regarder les matchs puis je vais. Mais la série Canadien-Pingouin m'intéresse un peu, mais. Tu sais, le Canadien, à part si Price vole des matchs, je vois pas comment cette équipe-là peut gagner. Ils ont pas la même profondeur que les Pingouins offensivement. Tu sais, Pingouins qui ont ajouté les services de Zucker. Il y a Genzel qui va revenir. Là, t'as Malkin, t'as Crosby. Ils ont rajouté aussi, ils sont allés rechercher Connor Sherry, je pense aussi, qui avait bien fait en série que les Pingouins dans le passé. Donc, tu sais, si Price vole pas ces matchs-là, je vois pas comment le Canadien peut gagner. Tu sais, c'est clair parce que le Canadien a quand même des bons éléments. Tu sais, Domi, Drouin, Suzuki là, qui prend de plus en plus sa place. Dano, Tatar, Gallagher. Tu sais, les Canadiens vont être capables de rivaliser avec les Pingouins. Je pense pas qu'ils vont se faire rouler sur le corps par Pittsburgh. Mais avec toute l'expérience que les Pingouins ont en série versus les attaquants. Tu sais, Domi a jamais joué un match en série. Suzuki a jamais joué dans la LNH en série. Kotkaniemi non plus. Tatar très peu. Fait que tu sais, ben très peu.
Non, je pense qu'il était pas mal là quand les Red Wings faisaient les séries, mais quand même, tu sais, il y a des joueurs, il y a pas mal de joueurs du côté du Canadien qui n'ont pas connu beaucoup de matchs d'expérience en série. Fait que tu sais, ça c'est un gros impondérable qu'il faut regarder. Bon, toujours pas de nouvelles de McDavid et on joue un autre match dans notre division contre les Coyotes. Une équipe qui ne connaît pas de succès vraiment cette saison, mais c'est un match qu'il faudrait pas échapper. C'est des changements que je pourrais faire. Non, je pense que ça va ressembler pas mal à ça. Hein. Dursey. Oh, je vais peut-être remplacer Dursey par Brody. On va donner un match à Brody. Sans McDavid, toujours pas de nouvelles. Y a-tu des waivers aujourd'hui? Non. Fait qu'on va y aller avec ça comme changement. En espérant que Sorokin va faire le travail. C'est Eric Kallgren qui va être devant le filet. 923 d'efficacité. Ouf! Ça risque d'être dur ce match-là. Dès le départ, on arrive dans le territoire des Coyotes. Déjà 2 arrêts pour le gardien suédois. Sinon, je pense que la série qui m'intéresse le moins, c'est les Islanders contre les Panthers. On dirait que les Islanders, je trouve, c'est un peu... Depuis que Tavares est parti... Mais en fait, non, excuse, je vais reculer. Là, il y a Foot qui vient de marquer sur des passes de Brody, qui fait déjà sentir sa présence et Yamamoto. Depuis que Trotz est là, je trouve que les Islanders, c'est une équipe qui n'a pas de saveur. Tu sais, Trotz est très bon pour jouer défensivement et tout ça, mais ça rend ces équipes vraiment plates. Tu sais, les Prédateurs, quand ils coachaient les Preds, c'était pas les équipes les plus excitantes. Il y a Washington que c'est peut-être l'exception à la règle, mais c'est parce qu'il y avait tellement de talent dans cette équipe-là que c'était dur d'étouffer tout le monde puis de vraiment se concentrer défensivement. Mais tu sais, du côté des Islanders, à part Barzal, tu sais, c'est mince. Là, ils ont quelques bons attaquants, mais c'est pas des grosses vedettes. Là. Fait que tu sais, je trouve que le club manque un peu de saveur du côté des Islanders. Les Panthers, c'est une équipe que j'aime bien, avec les Barkov, Huberdeau et compagnie. Mais la grosse question du côté des Panthers, c'est Bobrovsky. Là, il a connu une saison. Puis tu sais, je suis en train de me demander si c'est pas la défensive des Blue Jackets qui a rendu Bobrovsky si bon que ça. Dans le sens que, tu sais, quand il était au début avec les Flyers, ça marchait pas. Là, il est arrivé avec les Blue Jackets, avec Werenski, Jones et tout ça, David Savard qui a bien fait. Ryan Murray, quand il est en santé, c'est un bon joueur aussi. C'est un bon club défensif qui joue bien défensivement, les Jackets. Je trouve que ça a bénéficié à Bobrovsky, mais là, il s'en va avec les Panthers qui, eux, en revanche, c'est pas un club qui est très fort défensivement. Puis là, on est en train de tout voir les faiblesses là, de Bobrovsky qui s'expose. Fait que j'ai hâte de voir en série du côté des Panthers si Bobrovsky va être capable de redevenir le gardien qui a déjà été avec les Jackets ou si c'est vraiment là, en fait, c'est le vrai Bobrovsky qu'on a devant nous. Puis que c'est un peu la défensive des Jackets qui cache un peu ses défauts. La première vient de se terminer. 1-0 pour nous, on a le double des tirs, donc tout va bien jusqu'à maintenant. Fait que non, je sais pas. On dirait que j'ai pas confiance tant en Bobrovsky, puis après ça, c'est Montembeault. Si Bobrovsky fait pas le travail. Fait que je sais pas, on dirait que cette série-là m'intéresse moins. Je pense que c'est la seule, par exemple, qui m'intéresse pas tant que ça, parce que les autres, c'est quand même toutes des bonnes séries. Là. À part, comme je dis, Edmonton, Chicago, que... Il aurait marqué un deuxième but sur Kallgren. Il y a un moto sur des passes de Josh Norris. Bon match pour nous jusqu'à maintenant. On a rebondi après un match dégueulasse contre le Canadien. On est rendu à 26 comme tir au but. Mais moi, Edmonton, Chicago, comme j'ai dit, l'absence de Crawford et la potentielle absence de Taves rend cette série-là moins intéressante. Mais en même temps, c'est deux équipes qui défensivement jouent pas très bien puis ont des bonnes... Edmonton, c'est moins pire là, depuis quelques temps. Là, Soderstrom qui a marqué sur des passes de Keller et Ekman-Larsson. Mais tu sais, l'attaque des Hawks, c'est quand même bonne. Il y a des bons éléments. L'attaque des Oilers aussi. Donc, je m'attends à une série assez offensive entre les deux équipes. Fait que c'est pour ça que ça m'intéressait. Mais là, comme je dis, avec les absences potentielles de Taves et Crawford, on dirait que ça m'a éteint un petit peu plus. Sinon, Vancouver, Minnesota. Minnesota, c'est un autre club que je trouve qui n'a pas de saveur. Là. Quoique là, ils sont en train de faire un virement un petit peu plus jeunesse. Ils sont allés chercher Kellen Addison.
Il y a Kevin Fiala qui fait bien, mais tu sais, c'est encore un club qui est runné par les vétérans parisés. Koivu et Suter. Le Holtz qui vient de mettre ça 3-1 sur des passes de Ince et Manta. Et la grosse question, encore une fois, du côté de Minnesota, c'est qui va amorcer cette série-là? Est-ce que Dominic n'a pas connu une grosse saison? Il y a Capo Kakkonen qui est un espoir qui est en train de monter, puis qui est... Je pense qu'il y a eu quelques matchs là, avec le Wild puis qui avait bien fait. Il y a Starlock aussi qui a bien fait. Donc un point d'interrogation devant le filet. Puis en revanche, du côté de Vancouver, c'est le contraire. C'est un club qui devient de plus en plus intéressant avec les Quinn Hughes, Peterson. Devant le filet, Markstrom qui a connu une très bonne saison. 3-1 après 2. 31-14 les tirs. On continue comme ça en troisième. En plus, t'as les Besser, Toffoli. Fait que tu sais, les Canucks, c'est un club qui est vraiment très intéressant. Fait que c'est pour ça que cette série-là m'intéresse. C'est surtout plus pour les Canucks que pour le Wild. Mais je pense que ça va être une série quand même serrée entre les deux équipes. Puis sinon, les autres séries, c'était quelles qu'il y avait? Dans l'Ouest, il y avait Edmonton, Chicago. Arizona puis Nashville, c'est peut-être une autre série qui... Je sais pas, qui m'intéresse plus ou moins. C'est plate parce que Nashville, offensivement, a un bon club, mais ils n'ont rien fait cette année. Duchesne n'a rien fait. Tu sais, le meilleur pointeur des Preds en saison régulière, c'était Roman Josi, un défenseur. Quand t'as des Forsberg, t'as des Duchesne, t'as Arvidsson. C'est sûr qu'Arvidsson est souvent blessé par contre, là. Mais c'est un club qui a vraiment pas livré la marchandise depuis le début de la saison. Offensivement du moins, parce que défensivement, il y a un bon duo de gardiens de but en Saros et Rainey. Ils ont encore des Ellis, des Ekholm, justement des Yossi. Il y a Dante Fabro aussi qui est un jeune joueur qui va devenir un pilier offensif, pilier en défensif plutôt du côté des Preds. Mais c'est un club qui a tellement déçu. Puis du côté d'Arizona, c'est un club plus défensif. Ils n'ont pas vraiment d'éléments. C'est encore là, offensivement, Keller, c'est pas un joueur qui connaît une bonne saison. Taylor Hall, là, les Coyotes mènent ça 3-2. On va espérer de résister avec encore 2 minutes à faire. Mais Taylor Hall a bien fait, mais je pense qu'on s'attendait un petit peu plus de sa part aussi. Oh yes, Thomas qui vient de marquer sur le base de Klingberg et Nylander. Fait que non, je sais pas, c'est une autre série qui met... Ah shit, Thomas qui vient de se blesser. Tu sais, qui me laisse un peu indifférent, mais tu sais, je vais regarder quand même les matchs. Peut-être que ça va être de très bons matchs aussi. Mais c'est juste que il n'y a pas vraiment de hype dans cette série-là. C'est un peu l'équivalent de la série Islanders Floride, mais dans l'Ouest. Mais tu sais, c'est peut-être une série qui va bien nous surprendre, puis que finalement, ça va être une des meilleures séries. Ah, Thomas s'est pas blessé sérieusement, est-ce qu'on n'a pas eu de nouvelles? Fait que non, je pense que c'est pas mal son petit tour d'horizon. Des séries dans l'Est, j'ai parlé un peu de Montréal, Pittsburgh, Columbus, Toronto, New York, Caroline, puis New York, Floride. Fait que, ouais, c'est un peu, mais évidemment, c'est une analyse très basic, là, si on veut. J'ai pas regardé de statistiques à rien. J'ai plus été avec mon feeling. Mais ouais, mon feeling, c'était pas mal ça qu'il voulait dire, mais encore là, je peux me tromper à 100 000 à l'heure. Il y a des séries qui peuvent peut-être être hyper intéressantes sur papier, mais finalement, ça va être des séries plates à mort. Là. Mais c'est juste le fait que le hockey est de retour, moi, ça fait mon affaire. Là. Ok, on n'a pas encore de nouvelles de McDavid. Rasmussen sur les waivers. Un joueur de 2 étoiles, potentiel de 3. Intéressant. Intéressant. Good game for Adam Fantilli. Lui, je ne sais plus s'il avait progressé. Fantilli est à 2.5. Il est encore à 2.5. Il est rendu à 36 points en 21 matchs. Un bon match pour Jaden Schwartz. On va regarder, on a-t-il besoin de Michael Rasmussen? 7.16 matchs, 14 offensives, 13 défensives, 14 physiques, 13 mentales. Il peut jouer aux 3 positions, ça c'est intéressant par exemple. Oh, 20 à gauche, 18 au centre, 19 à droite. D'accord. Puis si je regarde mon roster, un gars comme Josh Norris, mettons.
Il a 2,5 de potentiel. 24 ans. Rasmussen avait quel âge, lui? Il a 24 aussi. Gros bonhomme en plus. Si je regarde les ratings. Sais-tu quoi? Je pense qu'on va le claimer. On va le claimer, puis... on va mettre Norris sur les waivers. Vu que lui, il peut moins progresser. On va jouer un dernier match, puis après ça, on va mettre fin à cet épisode-là. On va espérer de revenir even avec une victoire contre le Wild. Un match à l'étranger cette fois-ci. Toujours pas de nouvelles de McDavid. Ça me fait suer quand c'est des cas day-to-day, puis finalement, ça prend 2 semaines avant qu'on ait McDavid. Je pense qu'à soir, en plus des matchs hors concours, il y a un duel Flyers-Pingouins qui va être intéressant aussi. Il me semble que c'est ça qui. Ça, c'était contre les Flyers que les Pingouins jouaient. Je sais que Montréal-Toronto. Je pense qu'on va essayer de faire comme des match-ups de rivalité. Parce qu'il y a Montréal-Toronto. Il y avait, il me semble, Flyers, Pingouins. Puis je me demande si Edmonton puis Calgary jouaient pas contre aussi à soir comme match hors concours. Fait que c'est sûr que je vais me taper une coupe de match à soir aussi. Je veux juste regarder du sport. J'ai regardé un peu de baseball, là, mais c'est pas le même. T'sais, j'adore le baseball. C'est le genre de sport que j'aime voir live. Puis j'aime ça, claquer des balles puis tout ça, mais regarder à la télé, j'ai bien de la difficulté. Surtout en plus quand il n'y a pas de fans, là, il n'y a pas d'ambiance. Puis c'est beau mettre la bande de son là, de MLB de show, là, mais ça réagit pas pareil. Puis non, c'est bizarre. Bon, on a des nouvelles enfin de McDavid. Il est proche de revenir, mais on peut pas le mettre encore dans le line-up. Est-ce qu'on a réussi à mettre la main sur Michael Rasmussen? Et non, c'est les Devils qui l'ont réclamé finalement, donc on n'aura pas Rasmussen. On s'est essayé. Non, il y a un autre joueur sur les waivers ici par exemple. Alexander True, mais non, il est pas... Quand même 4 points en 8 matchs pour 1.5 étoiles. Puis, by the way, c'est Sorokin qui a eu la victoire contre les Coyotes. Ah, Thomas est blessé. Crap. Puis il peut pas jouer, hein. Peux-tu jouer? Pas une nouvelle, puis non, il peut pas jouer. Fait qu'il faut rappeler un joueur de centre. Ça aurait bien fait si on avait eu Rasmussen. Fait qu'on va aller dans le depth chart. On va aller voir qui on peut rappeler. Au centre. William Eklund, 11 points 14 matchs. Xavier Bourgault, 12 points 14 matchs. Alexei Mikluka de 1.5. Fait que ça va jouer entre Eklund et Bourgault. Bourgault, il est plus fiable défensivement, comme je peux voir. Fait que vu que c'est un job de 3e trio, on va lui faire goûter à la LNH. Donc, on va remplacer Akil Thomas par Xavier Bourgault. Et du côté de Bourgault, on va reloader sa photo pour qu'il ait son jersey des Oilers. Et voilà. Donc, un duel contre le Wild. On va remettre Skyrock devant le filet. On va lui redonner une chance. Et ce sera un duel entre, justement, je parlais de Capo Kakkonen tantôt. C'est de lui que je parlais. Puis il y a 921 d'efficacité. Donc, bonne saison à date. C'est parti pour ce duel contre le Wild du côté du Minnesota. Là, dès le départ, Minnesota qui attaque, mais on récupère la rondelle.
On s'en est sorti sur cette séquence. Oscaric, faudrait que... Oscaric à domicile, il a son chandail des Oilers, puis à l'étranger, il a le chandail des Islanders. Bizarre. Alors, Ropens qui marque le premier but du match sur des passes de Philippe Broberg sur le premier tir du match. Le Wild qui attaque dans notre zone et c'est 1-1. Coonan sur les passes de Donato et Suter. Donc l'avance n'aura pas duré longtemps. Et la autre attaque du Minnesota d'ailleurs. Cette fois-ci, Skyrick qui résiste. Bizarre qu'il ait son uniforme des Islanders à l'étranger, puis celui-là des Oilers à domicile. Puis on peut pas reloader sa picture quand il joue à l'étranger, c'est juste celle à domicile. Là, le Wild qui est très menaçant. 14 tirs contre 5 seulement. On a écoulé la pénalité heureusement. Le Coonan et Bouchard qui sont chassés pour 5 minutes chacun pour s'être battus. Et Kakkonen qui cède sur une deuxième fois en 7 tirs seulement. Yamamoto sur des passes de Brody et de Norris. Cette fois-ci, est-ce que notre avance va durer un petit peu plus longtemps? Foot qui est chassé pour raccrocher. Encore de avantage numérique pour le Wild. On a fait le travail en désavantage numérique, mais on s'est fait dominer en première période. 22-9 les tirs. Mais on mène 2-1 quand même, ce qui est quand même ironique. Alors on va starter la deuxième à l'instant. On va souhaiter que Skyrick va demeurer solide parce que ça sera pas notre attaque qui va gagner ce match-là. Mais en disant ça, Bourgault qui marque son premier but dans la LNH sur des passes de Bouchard. Welcome to the NHL, kid. Le Manta, par exemple, qui est chassé aussitôt pour avoir commis de l'obstruction. Mais notre piqué qui est solide, et là c'est Forsberg qui est chassé pour avoir fait trébucher. À notre tour de bénéficier d'un powerplay. C'est une belle occasion d'aller marquer un quatrième but, là, puis se donner une petite avance de 3 buts. Encore 42 secondes à l'avantage numérique. Et encore 13 secondes peut-être. Malheureusement non, on n'a pas réussi à marquer, mais on a monté beaucoup au niveau des tirs cependant. On dit à 23-20. Il vient de passer la mi-chemin de la deuxième. Il mène toujours 3-1. On attaque dans le territoire du Minnesota, mais on n'a pas réussi à enfiler l'aiguille. Kakkonen qui est solide. Après avoir connu un début de match plutôt ordinaire, disons-le. De son côté, Skyrick qui connaît un autre bon match. 80.6 de code jusqu'à maintenant. Ça a été plus difficile dans les deux derniers, là, mais là, il est en train de se replacer encore. Mais là, il accorde un deuxième but. Cependant, c'est Joel Eriksson-Ek qui marque sur les passes de Nick Jensen et de Matthew Boldy. En fin de période, on va souhaiter retraiter au vestiaire avec une avance quand même. Le Minnesota qui attaque à nouveau. On résiste, mais là, il est... J'ai hâte que la période se termine, mettons. 1-23 encore à faire. Là, c'est notre tour de s'amener dans le territoire offensif. Mais rien ne se produit. Dernière minute de jeu en deuxième. Encore 18 secondes. Attaque des Oilers. Mais Kakkonen qui résiste. C'est là-dessus que la période se termine. Donc 3-2 pour nous.
33-27 les tirs en faveur du Wild. On va y aller avec la troisième en souhaitant qu'on va résister jusqu'à la fin pour aller signer une deuxième victoire de suite. Et du même coup, mettre fin à l'épisode d'une façon positive. À date, il se passe pas grand chose depuis le début de la troisième. Et il y a un moto qui est cependant chassé pour avoir donné de la bande. Donc le Wild là, qui a une occasion en or là, de créer l'égalité. Et notre Piqué qui fait le travail encore. Là, autour de Donato d'être chassé. Occasion pour nous là, de reprendre les devants par 2 buts et respirer un peu mieux. Et non, notre avantage numérique n'a pas réussi à aller chercher ce but-là. Cependant, on attaque toujours dans le territoire du Minnesota. On n'a pas réussi à marquer encore. Autre attaque des Oilers. Kakkonen qui résiste. Autour du Wild d'attaquer. On a tenu bon. Encore 5 minutes au match. Et finalement, Bouchin qui va nous chercher un gros but sur des passes de Nylander et Bouchard. Pour pouvoir mieux respirer. On a atteint le plateau des 45 dans ce match-là. 39 pour le Minnesota. Gros match jusqu'à Rec encore une fois. Et là, c'est Luke Kunin qui est chassé pour bâton élevé. Ce qui vient un peu là, nous donner la victoire. En moins que le Wild marque 2 buts en... Le Brodin en plus qui est comme d'une pénalité. Donc 5 contre 3. Le Bouchard à son tour. Là, les arbitres qui ont du lousse en fin de match. Distribuent les pénalités de façon généreuse. Et c'est là-dessus que le match se termine. Donc victoire de 4-2 des Oilers. Autre belle performance de Jakub Skarek. On a connu 2 matchs difficiles là, mais auparavant. Mais avant ces 2 matchs difficiles-là, bien, il avait signé 2 jeux blancs. Bourgault a bien fait, j'ai hâte de voir comment il a fait de cotes. Je vais aller voir ça. Game by game. Il n'a pas pensé de regarder ses cotes. On a fini le match avec 59 de cotes. C'est pas super pour un premier match, un but. Là, j'excède le plafond salarial. Faut que je renvoie un gars en bas. Bourgault, pour vrai... c'est parce qu'il fitterait dans mon bottom 6. Tu sais, Norris, il fit... Il y a 13 partout. Bourgault, lui, il y a 13. Techniquement, Bourgault est meilleur que Norris. Fait qu'on va envoyer Norris au balotage. Parce que Bourgault, je pourrais le mettre sur mon piqué. Vu qu'il est bon défensivement. Ça me ferait moins mal de le mettre sur un 4e trio. Que mettre Norris qui est plus un joueur offensif. Puis les deux ils ont 2 étoiles de toute façon. En fait, le Bourgault, je voulais le mettre dans le rôle de Rasmussen si j'avais réussi à ramasser Rasmussen. Je pourrais mettre Bourgault dans le même rôle. Même qu'il était meilleur défensivement que Rasmussen. Fait qu'on va graduer une recrue en plein milieu de la saison. De toute façon, dans la Ligue américaine, les joueurs ils se développent plus ou moins bien. Si on suit à notre passé depuis le début de notre série, de notre aventure. On a 4 messages, j'ose espérer qu'il y a des blessures qui vont revenir.
Sauf que là, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais faire avec Akel Thomas cependant lorsque. Parce que là, quand que McDavid va revenir, Ince va reprendre son poste à 3e, Nylander c'est à 2, puis là je vais garder Bourgault c'est à 4. Fait que d'après moi, je vais garder Thomas comme backup. Ou je peux juste l'échanger aussi. Mais là, à date, j'ai pas ce problème-là parce que on n'a pas encore de nouvelles pour les blessures. On va simuler une dernière journée pour se mettre à jour là, pour le match contre les Jackets. Et ensuite, on va mettre fin à l'épisode. Je regarde mon line-up. Norris a passé les waivers. Et il est pas de bonne humeur, Josh Norris. Il est fâché. Quoique, si je peux le liquider pour un pic. On essaye tout ça. Admettons que je pogne Josh Norris, là. Puis que je le chope. Va-tu avoir des offres? J'en ai pas beaucoup. J'en ai 2. J'en ai 2. Une des Flames puis une des Golden Knights. Les Golden Knights m'offrent Xavier Bouchard, qui est un défenseur droitier. 1.5 d'étoiles présentement. Potentiel de 2. 23 ans. Alors que les Flames m'offrent Chandler Stephenson, qui a 2 étoiles. Potentiel de 2.5, donc un peu la même chose que lui. Mais c'est un autre attaquant. 29 ans, fait que non, on va oublier ça. On va le laisser dans les mineurs, on va le laisser babouner dans les mineurs, puis à la fin de la saison, on va le laisser aller. Mais c'est le fun de voir que des jeunes commencent à pousser, là. Qu'on soit capable justement de faire des switches de même. Je pense que Bourgault, c'est à 4, il va nous donner des bons services. Ça nous fait notre deuxième joueur de centre en piqué. Ince va être notre premier en piqué. Après ça, Bourgault notre deuxième. C'est ça l'affaire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de joueurs parmi nos attaquants qui sont bons défensivement. On s'est comme pacté un club offensif, mais des spécialistes en défensif, vraiment des vrais joueurs de quatrième trio, on n'en a pas vraiment. Là. Et Leafs qui commence à baisser un peu, ça j'aime ça. J'aime vraiment ça. Si le Lightning et les Red Wings peuvent les dépasser, là, ça serait parfait. Bon, il ne sera pas à 100%, mais on peut l'habiller McDavid. Fait que Bourgault, on va le mettre là. Ince va aller là. Nylander va aller là. McDavid, tu retrouves ton poste sur la première. Oups, Ince. McDavid. Fait que si on regarde notre piqué, Ince, Bourgault, c'est direct ça. Foot, Yamamoto, c'est parfait. Ince, Bourgault, parfait. C'est perfect. Le power play maintenant. Il va y avoir du changement à faire en power play. McDavid, on va. Oups, Ince. McDavid, on va le mettre là. On va le mettre là aussi. Fait que première vague, Draisaitl, McDavid, Holtz, Nylander, Bouchard. Deuxième vague, Raymond, Ince, Manta, Yamamoto. Ça c'est bon aussi. Quoi que je vais mettre Guchin. Attends. Et voilà, donc c'est ce qui met fin à cet épisode numéro 52 de Franchise Hockey Manager 6. On va se retrouver pour un prochain épisode. Je vais simuler quelques matchs entre-temps pour qu'on puisse avancer. Et on va ensuite se retrouver pour la suite de la saison régulière. Merci beaucoup d'avoir suivi encore une fois cet épisode et on se retrouve prochainement. Ça, c'est le fun que ça fait ça et que ça arrête pas tout seul quand je paye sur le piton. Deuxième prise, on se retrouve à la prochaine.
Je pense que je vais le faire manuellement, ça va être mieux comme ça. Ça va être mieux comme ça. Stop recording. Donc, pour la 4e fois, plutôt la 3e, à la prochaine.